Aujourd'hui, dernière séance, on va parler initiation à la culture juridique. Quand on est un juriste, donc on a le contenu, donc l'aspect technique, mais il faut aussi avoir le contenant, l'enveloppe. Donc, l'enveloppe, ça vient avec le temps, on arrive à rédiger, on essaye de bien enrober son discours avec des exemples, avec des illustrations. Il y a un plus aussi, ça s'appelle la culture juridique. Le juriste, c'est pas quelqu'un qui est un technicien seulement, c'est quelqu'un qui est cultivé. Et ça aussi, ça peut vous aider à faire bonne impression, que ce soit dans les copies ou que ce soit aussi le jour d'un entretien. Donc il y a des notions à apprendre, il y a une histoire que je peux pas faire dans ce cours-là, et c'est très dommage, et qui me manque dans l'enseignement, c'est l'histoire du droit. D'accord, ça aussi c'est important parce que le droit il tombe pas comme ça. Il y a une partie que vous apprenez avec le professeur Madani sur l'introduction au droit musulman et c'est très bien. Mais il y a une autre partie qu'il faut apprendre par rapport à l'histoire du droit romain, des civilisations grecques. Tout ça c'est important pour comprendre le droit. Alors, une initiation à la culture juridique que j'ai décidé de traiter à travers les adages. D'accord ? Donc, on va voir qu'est-ce qu'un adage. Ça peut servir aussi de phrase d'accroche dans vos introductions ou dans vos commentaires ou dans vos travaux. Donc, ne pas oublier. Ces adages aussi vont consacrer de grands principes du droit. Et ces principes-là, on peut les retrouver dans des décisions de justice. On les retrouve également dans des articles du code. Par exemple, dans le cadre du code pénal qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, on va rentrer par cette porte pour essayer d'avoir une petite introduction. Je dis bien une petite introduction à l'initiation à la culture juridique. Alors, je vous ai souvent parlé du livre de Gérard Cornu, qui est disponible à la bibliothèque, qui est un dictionnaire du vocabulaire juridique avec toutes les définitions. Vous savez très bien que les juristes, on a notre propre terminologie, on a notre propre langage. Donc le juriste ne s'exprime pas comme les autres. Donc notre langage est unique et c'est ce qui fait qu'aussi la culture juridique est unique. Donc l'adage, qu'est-ce que c'est ? C'est une formule lapidaire, ça veut dire une petite formule qui est concise, qui va prendre une phrase, deux phrases, et qui est le résultat de cette histoire, de cette tradition juridique. Ensuite, cette maxime aussi, on peut l'appeler comme ça, ça peut être une expression, ça peut être une phrase, ça peut être aussi une règle de droit qui édicte ce qu'on appelle un grand principe. Et ça, vous l'avez vu en introduction du droit, les principes généraux du droit peuvent prendre la forme de dictons, d'adages, de maximes. Ça peut être aussi une règle morale, c'est-à-dire qu'elle trouve sa source dans les règles du quotidien qui relèvent de la morale. Ça peut être aussi une expérience, un fait. Et ça dépend de la maxime et quelle est sa finalité. Donc la culture juridique, elle est imprégnée de ces adages. Et beaucoup d'étudiants aiment beaucoup utiliser les adages sous leur forme latine. D'accord, on reviendra sur ça, mais on peut utiliser, si c'est écrit en français, on peut le faire en français. C'est la même chose. L'adage aussi, il a cette volonté d'être inscrite dans le temps, écrite, et elle a un rôle déterminant dans le temps parce qu'elle est intemporelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas affectée par le temps. Comme les principes généraux du droit, ils valent pour toute chose et pour tout temps. Ensuite, c'est une expression qui est simple. Donc, c'est une expression qui va rester et qui surtout va marquer les esprits. Donc, c'est pour ça que je veux
que vous connaissiez le maximum d'adages, parce qu'un adage, ça frappe. Et des fois, un adage, c'est beaucoup plus parlant qu'une expression ou une phrase d'explication. Ça va être rapide et vous allez toucher plus vite votre lecteur ou votre auditoire. Donc, la phrase, la maxime, ça peut être lié à la justice, à l'équité, à la morale, ça peut faire référence à la raison, à la logique, ou simplement dire voilà ce qui est évident. Donc ça, on le retrouve dans ces adages. L'adage, il est dans une forme encadrée, d'accord? Et aussi, l'adage, il existe par la répétition, comme la coutume. D'accord? L'adage, à force d'être répété, il va avoir cette force dans le droit. Et donc, ça peut être comme un slogan publicitaire. D'accord? Il y a des gens qui créent des slogans publicitaires et qui marquent, en quelque sorte, une marque. D'accord? Par exemple, Nike, c'est quoi? Just do it. D'accord? Vous avez ces brands qui mettent des phrases et qui sont collées à la marque. Et c'est exactement la même chose que je veux pour vous en tant que juriste, qu'on vous remarque en tant que juriste par ces phrases, par ces maximes que vous allez réussir à placer dans des travaux, à l'oral, que vous allez réussir à placer même dans un entretien. Et donc, c'est un exercice de style qui est bon pour le juriste, puisqu'on arrive à convaincre quelqu'un simplement avec ces adages. Alors, on va commencer avec des adages qui sont plus ou moins connus dans le droit. Summum jus, summum injuria. Alors, on avait déjà parlé de Cicéron, d'accord, grand théoricien, homme politique. Alors, summum jus, le jus c'est le droit, l'injuria c'est l'injustice. Alors, quand on fait une application excessive du droit, eh ben on en devient injuste. D'accord? Donc, parfois quand on fait ce qu'on appelle l'abus de droit, notion que vous allez voir en droit pénal ou en droit privé, ou en droit public, vous allez voir cette notion d'abus de droit, et c'est pas parce que je suis dans mon bon droit que je dois forcément en abuser. Et là aussi, ça fait référence à la justice qui doit être juste, mais une sévérité excessive va forcément entraîner une injustice. Donc, pour éviter toutes ces explications, vous avez cet adage que vous pouvez placer si vous avez un travail, par exemple, sur, sur un juge qui, par exemple, dans un commentaire d'arrêt, vous voyez une application excessive de la loi et ça peut conduire à une injustice. Pros omnia corruptit, ça veut dire la fraude corrompt tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fraude va avoir cet impact d'affecter, par exemple, tout le contrat. Il va avoir ce rayonnement, il va tout entacher. Le fait d'avoir fraudé, même si vous n'avez pas fraudé sur les autres aspects du contrat, eh ben la simple omission de quelque chose ou volontaire va entraîner, va entacher en quelque sorte tout le contrat. Donc c'est pour ça que la fraude va corrompre tout, la totalité de l'acte, et donc c'est pour ça ça va entraîner ce qu'on appelle la nullité. Alors c'est nemum auditur propriam turpitadem allegans. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Alors cette notion, cet adage-là, on va l'étudier en détail parce qu'on va le retrouver dans une décision de justice qu'on va expliquer ensemble. Comment quelqu'un va vouloir arnaquer une personne et au final c'est elle qui va se retrouver arnaquée. Et c'est dans ce contexte-là que le juge va dire que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
Et c'est qu'aussi ces adages, on les retrouve dans des décisions de justice. Autre point, nul ne peut se constituer de preuves à soi-même. Alors, le principe, c'est qu'on ne peut pas fabriquer des preuves. On ne peut pas se constituer soi-même des preuves. Donc, ça aussi, c'est une règle de procédure, mais qui repose sur un adage. Ça veut dire que je ne peux pas constituer des preuves de manière unilatérale. Ensuite, nul n'est censé ignorer la loi. C'est, l'adage de la norme. Ça veut dire que si une loi a été édictée, je suis en théorie au courant. Je dis bien en théorie parce que le droit, qu'est-ce qu'il aime faire? Créer des fictions, très bien. Bien évidemment, tous les individus ne connaissent pas la loi. Mais le fait de créer cette fiction et de l'ancrer avec l'adage fait que le juge, si quelqu'un lui dit « mais moi je ne connaissais pas cette loi », le juge ne va pas rentrer dans le détail et vérifier son niveau d'instruction et savoir s'il connaît suffisamment le droit, s'il a réussi à accéder à la loi. Il part du principe, du postulat, retenez bien, que tout le monde connaît la loi. Et pourquoi tout le monde connaît la loi? Parce que la loi est publiée au bulletin officiel et à partir du moment où la loi elle est publiée, on est censé tous connaître la loi. Bien évidemment, c'est une fiction. Et une fois que la loi elle est publiée, elle est opposable à tous les citoyens. Cette phrase aussi qui est souvent répétée, mais qui est parfois détachée du droit, qui est « qui ne dit mot consent ». Alors, qui ne dit mot consent, il est en partie vrai pour le droit. Par exemple, le silence de l'administration vaut acceptation. Ça, vous le verrez en droit administratif. Mais si je ne dis pas que je suis d'accord, ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Donc c'est pour ça que l'adage est à prendre avec précaution. Peut-être que cet adage était valable à un certain temps, mais il ne l'est pas forcément dans tous les domaines. Qui ne dit mot consent, c'est par exemple le cas de la tacite reconduction. Vous savez, vous avez un abonnement de téléphone, vous l'avez pris pour 2 ans chez Maroc Télécom ou Inouï ou Orange. Les 2 ans sont passés. Est-ce que le contrat va pour autant s'arrêter? Non. Qu'est-ce qui va se passer? Exactement, il va être reconduit par la tacite reconduction. Mon silence a valu acceptation. Mais si je fais un contrat et que je suis silencieux et que je n'exprime pas ma volonté, ça ne veut pas dire que j'ai consenti. Et vous le verrez que le contrat repose sur ce qu'on appelle le consentement express. Il faut vraiment déterminer que la personne a été d'accord. Vous allez me dire, oui, mais parfois le consentement, il n'est pas forcément acté. Parfois, il ne correspond qu'à un geste, à un hochement de tête. C'est par exemple le cas quand il y a ce qu'on appelle les adjudications, les ventes aux enchères. D'accord? Vous savez, dans les ventes aux enchères, je vous parle, par exemple, les ventes aux enchères d'œuvres d'art. Vous voyez pas, les gens disent oui, c'est moi. Non, des fois c'est simplement un hochement de tête. Des fois c'est simplement des gens qui clignent des yeux. Des fois il y en a, ils ont une petite pancarte, ils font comme ça. Donc là, on est proche c'est pas un silence, mais c'est un geste qui n'est pas accompagné de la parole. Exactement. Donc là aussi, qui ne dit mot consent, c'est en partie vrai. Pas pour toutes les situations. Donc l'adage, parfois, il a une portée générale, oui, mais il ne peut pas être appliqué à toutes les situations. J'avais posé une fois cette question à des étudiants, je leur ai dit, c'est quoi, dans quel cas le silence vaut-il acceptation? Et plusieurs fois, il n'y a pas une année, il n'y a pas deux, quel est l'acte qui vaut par le silence? C'est lequel qui me sort tout le temps? Le mariage. Je leur ai dit, mais vous vous rendez compte que c'est grave de dire ça? Parce que
si on prend le mariage musulman avec le rite malékite, l'Adoul, il fait quoi? Il interroge les deux parties, mais surtout, du côté de la femme, il lui demande quoi? La carte, d'accord, bien sûr, il demande la carte, bien sûr, il faut qu'il vérifie l'identité, d'accord. Mais il vérifie le consentement 3 fois. Exactement, il lui dit, est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord, il vérifie le consentement. Et il y en a, il me dit, non, mais des fois, elle parle pas, hshmana et tout. Je dis, non, ça marche pas comme ça. Et voilà, parce qu'il doit vérifier le consentement pour pas qu'il y ait le mariage forcé, ou le mariage forcé. Exactement. Parce que je parlerai pas du cas du mariage des mineurs, parce que la législation demande l'autorisation du juge. Alors, la nouvelle loi abroge la loi ancienne, lex posterior derogat priori. Ça aussi, phrase, formule latine qui fait bien. Si vous devez, par exemple, traiter de l'application de la nouvelle loi, vous pouvez dire que la nouvelle loi, en fait, va abroger l'ancienne, simplement avec cette formulation. Ensuite, cette phrase aussi, la loi est dure, mais c'est la loi. Dura lex, sed lex. Ça aussi, si vous la mettez avec cette formule latine, ça fait bonne impression. La loi est dure, mais c'est la loi. Ça veut dire que la loi, comme elle est abstraite, elle est générale, elle est impersonnelle, elle ne fait pas de différence et elle ne fait pas de cas par cas. D'accord? Elle s'applique un point c'est tout. Et puis dans son application, parfois sur certaines personnes, ça va être dur, mais c'est la loi. Nulla pena sine lege. Ça veut dire nulle peine sans loi. Et ça, c'est le fondement du droit pénal que vous allez étudier. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de peine. Et ça, on l'avait vu la dernière fois, le juge ne peut pas inventer de loi, de peine de son propre chef. Il est limité et en droit pénal, c'est le principe de la stricte interprétation de la loi pénale. D'accord? Il ne peut pas aller au-delà de ce qui est prévu dans le code pénal. Et c'est ce qui le contraint à utiliser les dispositions du code pénal pour choisir la peine. Pas choisir, il applique uniquement la peine qui est prévue pour ce type d'infraction. Mais le juge, il a un pouvoir modulateur, ça veut dire que il peut aménager la peine, il peut la réduire, mais dans la fourchette qui est présentée dans le code. D'accord? Vous avez la qualification et après vous avez la sanction. À l'impossible, nul n'est tenu. Vous connaissez cet adage? À l'impossible, nul n'est tenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas exiger de quelqu'un qu'il fasse quelque chose alors que c'est impossible. Quand, par exemple, il y a un événement exceptionnel, une circonstance exceptionnelle, un cas de force majeure, je ne peux pas contraindre, par exemple, mon co-contractant et lui dire « tu seras obligé de le faire ». Ce n'est pas possible et c'est ce qu'on appelle le principe de la non-responsabilité, par exemple contractuelle en cas de force majeure. Pourquoi? Parce que derrière, il y a cet adage « à l'impossible, nul n'est tenu ». Mais je peux l'appliquer au contrat. Je peux également l'appliquer quand, par exemple, dans un contrat de travail, vous avez le responsable qui a fixé des objectifs qui sont inatteignables et qui va licencier le salarié en lui disant « mais tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs. » Et donc à ce moment-là, le juge va vérifier la réalité des objectifs qui étaient imposés par l'employeur. Et il peut lui dire, à l'impossible, nul n'est tenu. D'accord? Parce que ces objectifs étaient inatteignables. Ensuite, vous avez cette phrase, quand vous avez des choses qui sont possibles pour tout le monde ou que cette disposition est pour tout le monde, on dit erga omnes, ça veut dire à l'égard de tous. Donc ça aussi, c'est une
deux mots que vous pouvez mettre et que vous verrez aussi dans des ouvrages quand on dit voilà, ça c'est erga omnes, ça veut dire que c'est pour tout le monde, à l'égard de tous. Phrase aussi qu'on retrouve dans la procédure, dans l'action en justice. Pas d'intérêt, pas d'action. Pas d'intérêt, pas d'action, ça veut dire quoi? Si je vais en justice, c'est que j'ai un intérêt. L'intérêt, c'est de défendre un droit. Si je n'ai rien à défendre, je n'ai pas le droit d'agir en justice. Par exemple, dans un contrat, c'est uniquement les parties au contrat qui peuvent demander la nullité, par exemple, sur le vice du consentement. Un tiers ne peut pas venir contester en disant « bah lui, il n'était pas d'accord, en réalité, il n'a pas d'intérêt, donc il n'a pas à agir ». Par contre, parfois, vous avez des nullités qui vont être absolues. C'est le cas normalement dans les contrats quand le contrat, il touche à ce qu'on appelle les bonnes mœurs, l'ordre public. À ce moment-là, ça va toucher, impacter au-delà des parties. Donc là, il y aura un intérêt à agir parce que le droit dit que quand il y a une cause, un problème au niveau de la cause, il y a une cause immorale et illicite, à ce moment-là, tout le monde pourra agir en justice et donc tout le monde, ça veut dire que chacun a intérêt à agir en justice. Donc si je n'ai pas d'intérêt, je ne vais pas agir en justice. D'accord? Pas d'intérêt, pas d'action. L'adage aussi, il a un rôle moral parce que il donne des instructions, il donne aussi également la marche à suivre en termes de moralité. Les mots s'envolent, les écrits restent. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Exactement. Voilà, l'écrit a une traçabilité. Et donc, vous ne pouvez pas faire confiance à la parole donnée, même si, dans une certaine mesure, quelqu'un fait un contrat de travail avec une personne et puis il l'embauche verbalement, ça vaut. Il y a des dispositions qui peuvent protéger, par exemple, une partie faible, comme c'est le cas du salarié. Et donc, le salarié qui est embauché, mais qui n'a pas d'écrit, eh ben, il peut pas aller le voir l'employeur, il dit, bah, comme je n'ai pas fait de contrat, tu n'as rien à prouver. Non, il y a d'autres moyens pour prouver qu'il est bien le salarié de cette personne. Entre autres, le témoignage. Donc, vous comprenez bien que ces adages, ils ont une portée générale, mais ils ont aussi des limites. Je peux les utiliser et aussi je peux les critiquer. D'accord? Via un raisonnement, ce qu'on avait vu la dernière fois. Bien mal acquis ne profite jamais. Bien mal acquis ne profite jamais. Alors, quand quelqu'un a pris, a volé, par exemple, je sais pas, en droit des sociétés, il y a ce qu'on appelle l'abus de biens sociaux. Quand quelqu'un prend de l'argent qui n'était pas à lui, quand il fait des détournements de fonds, eh ben, ces biens-là qu'il a acquis de manière illégale, en réalité, n'en profitera pas. Puisque la justice va le poursuivre. Et elle va le poursuivre sur tout son patrimoine. Exactement. Donc, ils vont confisquer ses biens. Donc, quelqu'un qui vole, en fait, quelqu'un qui prend, quelqu'un qui détourne de l'argent, eh ben, c'est quelque chose qui aurait été acquis par mauvaise foi, par usurpation, par escroquerie, par fraude, eh bien, ça ne profite jamais. Ça a aussi un rôle moral. D'accord? Cet adage, il n'est pas seulement juridique, il y a aussi quelque chose de religieux derrière, quelque chose de moral. Après, comme on dit, exactement. C'est un autre moyen détourné pour dire, voilà, que quand on prend quelque chose qui ne nous est pas destiné, qui ne devait pas être dans notre patrimoine, qu'on ne devait pas acquérir, eh bien, on n'en profite jamais. Non omne quod licet honestum, et le fait qu'une chose ne soit pas interdite, alors ça c'est une phrase latine,
Le fait qu'une chose ne soit pas interdite ne signifie pas nécessairement qu'elle soit appropriée. Alors cet adage, il convient bien pour les notions ou la frontière des notions entre le droit et la morale. Rappelez-vous, je vous en avais parlé déjà. Quelque chose peut être légal, mais il peut être immoral. Quelque chose peut être, il peut être juste, peut paraître juste, mais il sera illégal. Je vous donne 2 exemples. Le premier, quelque chose qui est immoral, mais qui est légal. Vous avez les tables de jeu dans les casinos. L'activité du casino est parfaitement légale si elle est parfaitement enregistrée. Donc le casino est parfaitement légal. L'existence des débits de boissons. D'accord ? Oui, c'est quelque chose qui peut paraître immoral de jouer avec de l'argent, de parier. Les jeux d'argent sont interdits dans la religion. Donc ça aussi, ça peut être considéré comme immoral. Vous avez également l'autre côté. C'est quelque chose qui, si je le fais, c'est immoral, mais c'est pas illégal. D'accord ? Ça peut être quoi ? Alors, on a dit, on a donné le cas. Le casino, c'est quelque chose d'immoral, mais c'est légal. Pardon, l'inverse. Quelque chose qui est... Oui, ça on l'a vu. L'alcool, les cercles de jeu et tout ça. Oui. Ouais, on reviendra sur ça jeudi. Je vous invite à aller au colloque qui aura à la faculté sur la réforme du droit de la famille. Et normalement, j'ai une intervention je vais intervenir sur la partie égalité successorale. D'accord? Oui, je vais intervenir sur ça. Je sais pas encore, j'ai pas encore eu le programme. Oui? Alors l'immigration c'est illégal, mais en soi c'est pas immoral. Vous comprenez? C'est illégal de vouloir quitter de manière clandestine le pays, mais au niveau de la morale. Alors blanchiment d'argent c'est illégal et immoral. Mais ce que tu as dit tout à l'heure sur le passager clandestin. Et là, je vais arriver à mon exemple que j'ai dit tout à l'heure. C'est quelque chose de moral, mais c'est illégal. Le fait, par exemple, d'aider quelqu'un qui est en situation irrégulière. Non, en fait, il y a en France, par exemple, il y a le délit d'accueil ou d'aide au séjour irrégulier. Quelqu'un qui, voilà, fait en sorte de sauver quelqu'un, qui est un migrant et qui le protège et tout ça, ça peut être assimilé de l'aide à l'immigration clandestine. Autre cas, vous avez quelqu'un qui a son cousin, elle vit en France, elle se marie avec son cousin pour qu'il ait des papiers. C'est parfaitement illégal, mais moralement, elle estime qu'elle le fait pour le sauver. Donc c'est pour ça qu'il y a la frontière entre la morale et le droit. Quelque chose qui est moral peut être illégal et quelque chose qui est immoral peut être légal. Donc c'est bien de faire une différence entre la morale et le droit. Donc aussi l'autre cas, par exemple, il y a une obligation d'aider les ascendants. Ça veut dire que si vos parents ils sont dans une situation difficile, vous êtes obligé de les aider. Ça, c'est la loi qui vous oblige. Pareil pour les enfants. Vous êtes obligé de subvenir aux besoins de vos enfants. Ça fait partie de l'autorité parentale. Mais si votre frère, il est en difficulté, est-ce que la loi vous oblige les collatéraux? Non. Vous n'êtes pas obligé d'aider votre frère qui est dans le besoin. Mais moralement, voilà. C'est ce qui fait la différence entre les obligations civiles et les obligations naturelles.
qu'on verra au second semestre ensemble. D'accord? Donc, la moralité est une chose, le droit en est une autre. Et puis des fois, on voit de plus en plus de la législation qui est complètement détachée de la morale et qui est juste là pour garantir la sécurité. Voilà. C'est illégal la mendicité. C'est illégal et immoral en même temps. Si quelqu'un est dans le besoin et que tu l'aides, oui, c'est immoral, mais en même temps, c'est illégal le fait que tu l'aides. Mais des fois, tu as des mendiants qui sont immoraux et dans l'illégalité. D'accord? Aussi, cet adage-là, de non vigilantibus non curar praetor, ça veut dire le prêteur n'a cure des insouciants. On le verra au second semestre dans les contrats. Ça veut dire que le créancier qui est négligent, quelqu'un qui est négligent, je ne peux rien contre lui. C'est de sa faute. D'accord? Si le créancier n'a pas récupéré sa créance et que la créance, en fait, elle arrive, elle est prescrite après, ça y est, elle est à l'ouest, bah après, tu peux pas venir te plaindre en disant, oui, bah, j'ai pas récupéré mon argent. Tu as été négligent. C'était à toi d'agir pour aller récupérer ton argent. C'est pas le débiteur qui va venir te voir et te dire, voici ton argent. D'accord? Donc, cette phrase, ou cet adage, vous pouvez le placer quand quelqu'un a été négligent. Indubio pro reo. Le doute profite à l'accusé. Regardez, faites entrer l'accusé dans les procès. Chaque fois que les jurés, ils ont des doutes, bah, le juge leur rappelle. Le juge, par exemple, en France, le juge, c'est pas lui qui décide de la décision, du jugement. D'accord? Dans la cour d'assises. C'est le jury populaire. Mais, le juge leur donne les grands principes. Si vous avez un doute, qu'est-ce qui se passe? Le doute, il doit profiter à qui? À l'accusé. Pourquoi? Il est préférable d'avoir un vrai délinquant ou un vrai criminel dehors que d'avoir un innocent en prison. D'accord? Ça, c'est les principes généraux du droit pénal. Et ces principes-là, ils reposent sur des adages. Autre adage aussi que je voulais voir avec vous, nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui. Ça veut dire quoi? Nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui. Voilà, exactement. Je peux pas m'enrichir en appauvrissant quelqu'un d'autre. Donc, si je m'enrichis, c'est que j'ai donné quelque chose en contrepartie à quelqu'un. Le système de la contrepartie. Et ça, vous allez le voir dans ce qu'on appelle en régime de l'obligation, en droit des obligations avec au second semestre. On verra, c'est le mécanisme de l'enrichissement sans cause. Quelqu'un qui a reçu de l'argent de manière indue. Et donc, à ce moment-là, il doit restituer cet argent qu'il a reçu perçu de manière indûment, enfin de manière sans aucune contrepartie. Donc, nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui. Qui agit pour autrui, agit pour lui-même. Alors, cette phrase, il faudra la retenir. Qui agit pour autrui, agit pour lui-même. C'est le mécanisme du mandat, de la procuration locale. Donc, celui qui est mandaté pour vous représenter. Il vous représente vous, mais en même temps, il doit agir comme s'il représentait ses propres intérêts. D'accord? Donc, le mandat, c'est un contrat où quelqu'un va vous représenter, mais derrière, dans l'esprit de la loi, il faut qu'il vous représente comme s'il représentait ses propres intérêts. Exactement. Donc, des fois, vous avez des mandataires qui détournent l'argent. Vous avez des mandataires qui, par exemple, quelqu'un lui a donné l'okala, beshibni l'oddar, pour construire sa maison. Et au final, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit la maison à son nom.
D'accord? Donc, le mandataire doit se comporter comme si c'était ses propres intérêts qui étaient en jeu. Ok? Donc, ça, c'est très clair. Phrase aussi hautement symbolique. Nul ne peut se faire justice soi-même. C'est la base. C'est l'article, dans les premiers articles du code pénal. Effectivement, est-ce qu'on peut se faire justice soi-même? Non, parce qu'il y a la justice. Et pourquoi on ne peut pas se faire justice soi-même? Exactement, de l'État. Si je dois faire recours, j'ai recours à l'État, c'est parce que l'État, il a le pouvoir de juger, mais aussi il dispose de ce qu'on appelle la violence légitime. Max Weber, vous avez dû le voir en sciences politiques. D'accord? Donc la justice, c'est une des prérogatives de l'État. Et l'État garantit la justice. Parce que si l'État ne garantit pas la justice, qu'est-ce qui va se passer? L'anarchie, l'injustice, et puis les gens voudront se venger, et ce sera le système de la vendetta. Et vous avez des sociétés où ils ont ce qu'ils appellent dans les Balkans, le qanoun. Ils ont ce système-là, où si par exemple quelqu'un tue quelqu'un d'autre, et ben l'autre famille, elle a par exemple ce qu'on appelle une dette de sang. Exactement. Et donc cette dette de sang, il faut quoi? Que l'autre famille se venge. Bon, des fois vous aviez des coutumes où par exemple si quelqu'un avait tué un membre d'une famille, eh ben il doit payer, d'accord? Ou même des fois ils lui disent bah nous on a perdu un fils, on a un autre fils, il lui faut une femme, donc vous allez lui donner, comprenez? Exactement, c'était la coutume. Exactement. Si on devait faire l'histoire du droit, c'était ça, c'était le mécanisme de la vengeance, c'était la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, exactement. Et donc c'était ça. Pour éviter la loi du talion, il y a le principe que nul ne peut se faire justice par soi-même. Alors, l'adage, il a un rôle normatif. D'accord? Parce que je peux retrouver l'adage comme étant une disposition. Et si vous regardez les premiers articles du code, d'accord, vous allez avoir des adages. Le premier, nul ne peut invoquer pour son excuse l'ignorance de la loi pénale. Donc on en revient à l'adage précédent, que nul n'est censé ignorer la loi, mais au niveau pénal, l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. D'accord. Le fait de dire oui, mais je savais pas que si je lui donnais ça à boire, il allait mourir. Je peux pas le dire. Voilà, je ne savais pas, je savais pas que c'était interdit, donc je m'en excuse. L'article 3 du Code pénal. Nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peine que la loi n'a pas édictée. Désolée, ça c'est les slides se sont encore décalés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai inséré la photo, ça s'est décalé. Désolée. Ce que ça veut dire, c'est que je ne peux être condamné que si l'infraction et la peine sont dans le code pénal. Je vous donne un exemple. Si par exemple, il est interdit de vapoter. C'est inscrit dans le code pénal. Le vapotage est poursuivi pour 1 an de prison. D'accord? Il y a quelqu'un qui arrive et qui vapote sur le territoire marocain et il savait pas que c'était interdit. Est-ce qu'il peut dire que il ne connaissait pas la loi? Vapoter, les vapoteuses, là, les cigarettes électroniques. Je donne un exemple. Je vais choisir un autre exemple. Parce que les États-Unis, déjà la France, C'est interdit aux États-Unis? Dans les lieux publics?
Normalement, les ventes, les- le cannabis, c'est légal. Alors aux États-Unis, c'est pas légal dans tous les États, par exemple pour le cannabis. Alors on va reprendre un autre. Je vais donner un autre exemple. Alors qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Qu'est-ce qui est le cas du par exemple la crypto-monnaie? Oui, elle est interdite au Maroc. Oui, bah si tu payes, si tu veux payer en crypto-monnaie, est-ce que tu peux le faire? Non. Hein? Tu peux pas le faire en crypto-monnaie. Non, Non, c'est pas possible. Euh, mais je sais que maintenant les États veulent créer leur propre crypto-monnaie. Donc ça va peut-être arriver bientôt. Euh, si par exemple, il y a des pays où par exemple quelqu'un qui a un voile intégral, c'est une infraction. Au Maroc, est-ce que c'est une infraction? Non. Le voile intégral, niqab, khimar, voilà. Euh, si par exemple la personne, elle veut monter dans l'avion, voilà, d'accord. Donc c'est pas autorisé partout, pour autant c'est pas illégal partout. Ok? Pardon? العيد الكبير oui. Là, par exemple, en France, il est interdit de sacrifier son animal soi-même et à son domicile. mais c'est dans un ferme, ça? Non, mais dans une ferme, c'est pas lui qui doit le faire, c'est un professionnel. Voilà, et lui, il peut pas comme nous on fait ici au Maroc. Chacun il achète son mouton, il le met dans un triporteur, et il le ramène chez lui. Là, en France, c'est pas possible. Alors, je sais pas, il y a des choses il y a des faits qui sont pas encore. Le législateur, des fois, il légifère pas tout de suite, mais après, ça devient interdit. Tant que c'est pas interdit, donc c'est pas illégal. Les trottinettes électriques en France, ils les ont retirées des grandes de Paris. Par exemple, j'ai vu, il y a plus de trottinettes en libre service. Il y en avait plus. Et puis, qu'est-ce que vous avez encore? C'est interdit. Je sais pas. Franchement, c'est la première fois que j'entends ça, mais bon, je vais demander à ma sœur, elle vit à Lausanne. En Suisse, je vais lui poser la question. Euh, le numéro de châssis. Oui, oui, ça c'est obligatoire. Bien sûr, parce que s'il n'y a pas de numéro de châssis, ça veut dire que le véhicule, si t'as une différence entre numéro de châssis et numéro de moteur. Ouais. Nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction. Alors, si par exemple quelqu'un consomme un produit qui n'était pas interdit et qui le devient après, d'accord, avant que la loi ne soit promulguée, appliquée, c'est pas encore une infraction. Et vous savez très bien, c'est quoi le mécanisme? La nouvelle loi, l'ancienne, et surtout, s'il est attrapé par la police et qu'il est jugé après pour une infraction qui a été commise avant la promulgation de avant la promulgation de la nouvelle loi, il sera sous le régime de l'ancienne loi. D'accord? Si par exemple l'ancienne loi, elle était plus sévère, ben là, à ce moment-là, on lui appliquera la plus douce. Ça, c'est en matière pénale.
Ok? Donc, l'article 8, nulle mesure de sûreté ne peut être prononcée que dans les cas et les conditions prévus par la loi. Ça veut dire que le juge, il est lié au code, il n'a pas de marge de manœuvre pour moduler comme il veut. Il a un pouvoir de modulation qui est limité, d'accord? Et ces grands principes qui sont stricts, d'accord, et qui sont des adages, sont faits pour garantir l'application juste de la loi pénale, qu'il n'y ait pas d'application excessive et que ce caractère excessif conduit à ce qu'on appelle un abus de droit, une injustice. Alors là, on va faire que l'adage sous sa forme latine et le prestige d'élocution latine. Vous verrez que quand les gens ils arrivent à un certain niveau, ils aiment bien mettre des citations, mais seulement en formule latine. Parce que ça fait un peu raffiné, ça fait quelqu'un de cultivé. Donc n'hésitez pas, si vous en avez, si vous avez réussi à en retenir beaucoup, ou si vous devez faire un travail, c'est bien d'avoir quelques formules latines parce que ça dénote quand même une certaine culture juridique. Alors, le res perit debitori, la chose périt à la charge du débiteur. D'accord? Donc ça veut dire que quand la chose disparaît, c'est à la charge du débiteur. Ça, c'est le principe. L'exception, sous sa formule latine, res periti domino. Quand la chose périt, c'est à la charge du propriétaire. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez une maison, vous avez un locataire. Le locataire, c'est le débiteur et le propriétaire, c'est le créancier. Si la maison brûle, ça sera la faute de qui? Du locataire, et c'est à lui d'indemniser. D'accord? Donc la charge sera au locataire. Mais des fois, c'est pas le propriétaire, c'est pas le locataire qui est responsable. C'est peut-être quelque chose qui est lié à la structure de la maison. À ce moment-là, ça sera à la charge du propriétaire. Donc vous voyez bien ces deux adages, vraiment ils ont deux visions différentes. Le res perit creditori, la perte de la chose est supportée par le créancier de la livraison. Donc ça dépend des cas, ça dépend des clauses qui sont dans les contrats. Vous pouvez avoir une clause dans le contrat avec cette formule latine. En disant que je suis l'expéditeur, j'ai envoyé la marchandise, elle est arrivée devant l'usine, la marchandise s'est brisée. À ce moment-là, si c'est prévu comme ça dans le contrat, ce sera la faute de qui? Du créancier. D'accord? Donc celui qui devait recevoir la marchandise. Aussi, quand on veut dire contre la loi ou sans la loi ou pas avec la loi, on peut dire contra legem ou non legem. Ça veut dire que c'est contre la loi ou sans la loi. La coutume est contra legem. Ça veut dire quoi? La coutume est contre la loi. Donc il arrive que la coutume est en contradiction avec la loi. Je vous donne un exemple. La loi interdit le mariage des mineurs. Vous avez une coutume dans un bled où à partir de 14 ans, ils marient les filles. D'accord? La loi est contre la coutume est contre la loi. OK? Vous avez des fois des gens qui refusent le passage l'héritage des filles dans les terres collectives. La loi a prévu au contraire que les filles avaient les mêmes droits que les hommes comme ayant droit dans les terres collectives. Alors, prater legem, ça veut dire en dehors de la loi. Parfois, vous avez des choses qui ne sont pas régies par la loi et donc à ce moment-là, si c'est pas régi par la loi, c'est en dehors de la loi. D'accord? Ça aussi, vous pouvez le mettre dans un travail si vous devez expliquer que cette disposition ne fait pas partie, que ce cas-là ne fait pas partie de la loi et qu'il est en dehors de la loi. La coutume, segundo legem. Mais on peut dire aussi la jurisprudence, segundo legem. Ça veut dire quoi?
La coutume seconde la loi. La coutume, ou je dirais aussi la jurisprudence, seconde la loi. Accessorium sequitur principale. Ça, on l'a déjà vu, je crois, ensemble. L'accessoire suit le principal. Donc, vous avez des dispositions qui sont principales dans un contrat. Je sais pas, le contrat vous faites un contrat pour acheter une maison. Le contrat accessoire, c'est le crédit. Puisque le crédit sert à financer quoi? La maison. Donc, l'accessoire suit le principal. Donc, chaque mouvement du contrat principal, ça va donner aussi le mouvement du contrat secondaire. OK? Alors, consueto altera natura est. L'habitude est une seconde nature. L'habitude est une... Exactement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a coutume? L'habitude. Exactement. Très bien. Aussi, là, on va passer à des adages qu'on peut placer, par exemple, au niveau de la procédure. Actor sequitur forum rei veut dire le litige doit toujours être fait devant le tribunal du domicile du défendeur. Pourquoi? Pourquoi, quand je suis un demandeur, que j'ai envie d'agir en justice, je dois aller toujours devant le tribunal du défendeur? Pourquoi je ramène pas le défendeur devant mon tribunal, qui est à côté de chez moi? Parce que le défendeur, il a rien demandé. Le défendeur subit l'action. Donc, le législateur dit que comme il subit l'action, c'est à toi le demandeur qui revendique quelque chose d'aller vers la juridiction du domicile du défendeur. C'est prévu à l'article 27 du Code de procédure civile. D'accord? Toujours, pardon? De quoi? C'est toujours le tribunal du domicile du défendeur. Mais il peut y avoir des exceptions dans certains cas. Par exemple, si le litige y concerne un accident, le tribunal compétent, ce sera le tribunal du lieu de l'accident. En matière de faillite, ce sera le tribunal du lieu d'ouverture de la faillite. Pour la succession, le tribunal du lieu d'ouverture de la succession. D'accord? Ces exceptions au principe du domicile du défendeur, ils sont prévus dans le Code de procédure civile à l'article 28. D'accord? Il faut savoir aussi une chose, c'est que le Code de procédure civile marocain, il est en réforme. Donc, il y a un projet de réforme du Code de procédure civile. OK? Par exemple, aussi pour tout ce qui est consommateur et tout ça, le consommateur, il pourra saisir le tribunal de son domicile à lui. Pourquoi? Parce que c'est une partie faible, le consommateur. Si par exemple le vendeur, il habite à Agadir et lui, il habite à Kinitra. Comme c'est un consommateur, c'est une partie faible, la loi, elle lui permet d'agir devant le tribunal du domicile, de son domicile à lui. C'est pas à lui de se déplacer. Hein? Exactement. 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 On défend le consommateur et on le protège au cas où, s'il doit agir en justice, qu'il n'ait pas des frais supplémentaires pour aller dans une juridiction qui est trop loin. Ensuite, vous avez l'action de in rem verso, qui est l'action en restitution de la chose. Quand on a reçu un paiement qu'on ne devait pas recevoir, on a reçu quelque chose de manière indue, qui n'était pas prévu, qui n'a pas de contrepartie, je dois le restituer. C'est une obligation. Comme le cas, par exemple, de gens qui reçoivent de l'argent par erreur sur leur compte bancaire. Et donc, ils voient de l'argent qui arrive comme ça, qui n'était pas prévu, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à tirer, ils commencent à dépenser. Et puis la banque, elle arrive, elle dit, mais il faut nous rendre l'argent. Ah ben non, moi j'ai rien demandé. Donc c'est arrivé qu'il vous arzaq jali tel compte diali. Pourquoi je vais dire non?
Eh ben, c'est cette action-là. Vous avez reçu quelque chose par erreur qui n'était pas dû. Donc, il y a une action. Dans le verbe, il y a passé 40. Non, Avant. non. C'est un mythe. Non. Le cadeau de Non. c'est interdit par Allah. Non. C'est quelque chose que tu as reçu de manière indue, qui était pas. C'est pour ça que le droit, il aime la contrepartie. Il n'y a pas de choses à part la donation, le hiba. Mais à part ça, C'est ça, on dirait, on vient par une erreur à ton tonton. oui, mais oui. Personne n'a fait son. Ça c'est possible, mais quand ça dépasse une certaine somme, effectivement, c'est pas, ça devient de la restitution. Voilà. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait reçu une dame, elle était intervenue, elle avait reçu 23 millions direct sur son compte. Elle a commencé à tirer, à dépenser. La banque, elle lui dit oui, mais faut rendre. Bah oui, surtout qu'elle avait pas trop de revenus. Du jour au lendemain, tu te retrouves avec 230 000 dirhams dans ton compte. Oui, et après que tu le dépenses, oui. Bah oui, il faut que tu restitues l'argent que normalement tu ne devais pas recevoir. Ah mais la banque, elle est responsable. Elle va indemniser la personne, mais elle va se retourner contre toi. Voilà, exactement. Supposons que la banque a versé une somme, par exemple, 100 000, 10 000 dirhams. Elle n'a fait aucune réclamation. Et le temps est passé, par exemple, un an. La banque de dépenser. Non, mais il faut vérifier la durée. Mais il y a une durée normalement spécifique pour réclamer cet argent-là quand ça vient de la banque. Mais normalement, tu dois leur restituer. J'ai deux comptes. Un, mais le cas d'un cas spécifique. Dans le cas d'un C'est de l'argent que toi, t'avais pas vu ou que c'était à toi et que t'avais pas fait attention. Que t'as pas dépensé. C'est ton argent à toi, c'est pas un argent que t'as reçu comme ça. compte Et après, du jour au lendemain, quand le café, le flous. par exemple, il t'a 100 dirhams ou bien 8000 dirhams. Bah oui, c'est un paiement indu. Voilà, c'est un paiement qui est indu. Faut le restituer. Je sais parce que j'ai déjà vu des cas comme ça. Alors, déléguer l'ATA, ça veut dire en vertu de la loi en vigueur. Alors, je reprends. Alors, déléguer l'ATA, ça veut dire en vertu de la loi en vigueur. Déléguer Ferranda en vertu de la loi à venir. Donc ça aussi, ces phrases, vous pouvez, ces formules, vous pouvez les mettre à la place de la loi à venir ou la loi en vigueur. Lorsque le contrat, il se fait intuitu personae. Ça aussi, vous allez le voir souvent. En droit du travail ou en contrat de prestation. Quand vous faites un mandat, on le verra au second semestre. Le contrat, quand il est intuitu personae, c'est qu'il est fait au regard de la personne. J'ai fait un contrat au regard de la personne. J'ai choisi cette personne par rapport à ses caractéristiques. C'est comme le contrat de mariage. Ce contrat, il se fait intuitu personae, au regard de la personne. Si cette personne vous ment, ou elle a dissimulé des informations concernant sa personne, et à ce moment-là, vous pouvez résilier le contrat. Par exemple, pour le mandat, la résiliation peut se faire de manière unilatérale, sans avoir forcément l'autre partie exactement, parce que je lui ai donné cet acte, c'était un mandat, et je l'ai fait au regard de la personne, c'était intuitu personae. Le contrat de travail également se fait intuitu personae, il se fait au regard de la personne. J'ai choisi cette personne parce que j'estime qu'elle est compétente et c'est au regard
de ses spécificités, de ses caractéristiques, de ses diplômes et tout ça, que je l'ai choisi. Donc vous avez des contrats qui se font en dehors de qualité. Je sais pas, vous allez embaucher des salariés comme ça à la chaîne, mais si vous prenez quelqu'un par rapport à ces spécificités-là, eh ben, ce sera considéré comme intuitu personae. On a aussi l'appréciation in concreto, in abstracto. Ça aussi, vous pouvez le faire quand vous faites, par exemple, les cas pratiques ou les commentaires d'arrêt. Si vous devez faire un raisonnement, vous pouvez le faire, ou une appréciation, vous pouvez, par exemple, la faire in abstracto. Ça veut dire que vous allez le faire de manière virtuelle, abstraite, en créant ce qu'on appelle la fiction. Ou soit vous allez le faire in concreto, et là, vous allez apprécier au regard des faits de l'espèce, les faits qui sont présentés. Donc deux in concreto, in abstracto. Ça fait toujours bien de le mettre. Si on retient une appréciation in concreto, les faits sont présentés de la manière suivante. Au contraire, si le juge a eu une appréciation in abstracto de la situation, c'est-à-dire qu'il a pas regardé réellement les faits, il s'est fait une appréciation virtuelle, imagée. Ok? Donc ces phrases-là, ces formules à mettre. Exactement, c'est juste la racine, c'est en latin, on dit in concreto, ça veut dire ouais, concret. Voilà, exactement, ça vient du latin. Aussi cette phrase que vous verrez en procédure ou en organisation judiciaire. Il y a des choses que je ne pourrais pas évoquer après la procédure. Quand je suis au début de la procédure, je dois soulever tous les points de procédure. Déclarer que pour moi, le juge, il est incompétent, que c'est pas cette juridiction qui est compétente, que moi, j'ai un litige du droit du travail, que je dois aller devant la chambre sociale, qu'est-ce que je me retrouve devant la chambre civile, il y a un problème de compétence. Donc, toutes ces anomalies-là, je dois les soulever au début. Si je me tais, qui me dit mon consent, ça veut dire que je suis d'accord pour estimer que le juge, il est compétent. Donc, à ce moment-là, mon silence vaut acceptation, que j'accepte la compétence du juge et que après le juge va statuer sur le fond. Donc, comme on dit, tout ce qui est procédure, compétence, ah non, il y a déjà un litige qui concerne cette affaire, il est devant l'autre tribunal. C'est de la procédure, eh ben, je dois le faire tout au début. On appelle ça in limine litis. Ça veut dire que le moyen doit être soulevé, écoutez bien, le moyen doit être soulevé in limine litis. Ça veut dire avant tout débat au fond. Je dois soulever au début. D'accord? C'est pour ça qu'on dit cette phrase in limine litis, je dois le soulever au début. Oui? Intuitu personae. Intuitu personae, plutôt. Exact. Oui. Bah oui, tu peux lui demander, tu peux dire qu'il peut faire une autre formulation, parce que le contrat, c'est un échange entre vous deux, mais en règle générale, quand toi t'es salarié, tu viens signer, tu vas pas trop dire ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux changer ces dispositions. T'as l'impression que des fois maintenant le contrat de travail, c'est un contrat d'adhésion, tu fais que signer. Ça est juste de négocier le salaire et la catégorie salariale, c'est tout. Mais ça veut dire qu'il te recrute par rapport à ta personne à toi. Si tu lui as dit que tu es ingénieur et qu'il se rend compte qu'en fait, au regard de tes diplômes, tu n'es pas ingénieur, tu es technicien, effectivement, là, il pourra te licencier parce que il voulait un ingénieur et se retrouve à être un technicien et il t'a recruté au regard de tes qualités à toi. D'accord? Intuitu personae, c'est au regard de la personne.
Ça veut dire que c'est pas j'achète une machine à laver et c'est un modèle standard. Non, je fais un contrat avec un individu. J'aurais pu faire avec une autre personne, mais je l'ai choisi lui par rapport à ses compétences et ses qualités. Donc c'est à l'égard de cette personne. Il en va de même pour le mariage. Il y a des hommes partout, il y a des femmes partout. Pourquoi les gens ils se mettent pas en file indienne et ils se marient les uns avec les autres? D'accord? Je vous donne cet exemple parce que c'était ce que faisait la reine Victoria en Angleterre à l'époque. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle voulait nettoyer Londres de la criminalité. Elle prenait des prisonniers. Elle faisait une file de prisonniers. Elle demandait, enfin c'était pas elle, mais la police faisait une file de prisonniers et une file de prostituées. Et il les mariait devant le bateau. Le prêtre les mariait. Et puis voilà. Et ça dépendait de d'où tu te trouves dans la file, avec qui tu vas te trouver. Et donc elle faisait ça pour les envoyer dans le bateau, le Mayflower, pour aller peupler les États-Unis. Donc quand tu te maries, c'est à l'égard de la personne. Mais là, à ce moment-là, si je dois imager, c'était pas à l'égard de la personne. Donc voilà. Alors, on arrive à l'autre point. Jus sanguinis, jus solis. Jus sanguinis, c'est ce qu'on appelle le droit du sang. Et c'est par rapport à la nationalité. Le jus sanguinis, ça veut dire que j'obtiens la nationalité du fait que mes parents sont marocains. C'est le droit du sang, la nationalité du sang. A contrario, vous avez le jus solis. Ça veut dire le droit du sol. J'obtiens la nationalité parce que je suis né sur ce territoire. Alors, au Maroc, c'est jus sanguinis ou jus soli? Non, solis. Uniquement le sang. La France, le sang. Celui qui est né en France n'obtient pas automatiquement la nationalité française. Il doit en faire la demande. Si ses deux parents sont étrangers, effectivement, il est étranger. Les États-Unis, le droit du sol, exactement. Quelqu'un né aux États-Unis, il est américain. Exactement, mais si ses parents sont étrangers, il suffit qu'ils naissent aux États-Unis, c'est le droit du sol. Ok? Oui? Si, c'est le droit du sang, le jus sanguinis, c'est ça. C'est le droit du sol. Non, il n'y a pas au Maroc le droit du sol. C'est-à-dire qu'il y a des étrangers, ils peuvent avoir des enfants ici au Maroc et leurs enfants n'obtiendront pas la nationalité marocaine. Ça serait bien de changer ça. Ouais, ce serait bien. Oui. Si tu veux. Il faut que en fait, c'est pas comme aux États-Unis. Tu nais aux États-Unis, t'as ton acte de naissance américain, ils te donnent quoi avec? Ton passeport américain. En France, tu nais sur le sol français, tu restes un étranger jusqu'à l'âge de jusqu'à l'âge de 13 ans ou 18 ans. 18 ans. Avant, c'était 13 ans, tu pouvais faire ta demande, je crois. Maintenant, il faut que tu fasses une déclaration de nationalité. Tu déclares que tu veux la nationalité. Oui, mais ses parents, ils étaient quoi? Mais est-ce qu'ils n'étaient pas naturalisés avant? Si. Parce que avant, il y a un moment, ils ont fait la nationalité par le sol et ils l'ont retiré. D'accord? Maintenant, il faut que tu fasses une demande express pour obtenir la nationalité française. Le ratio decidendi, ça veut dire le raisonnement qu'a suivi le juge pour rendre sa décision. Donc ça aussi, c'est intéressant si vous faites un commentaire d'arrêt ou vous devez commenter une décision de justice, vous allez dire voilà le ratio decidendi du juge, voilà comment il a fait. Ça dénote aussi cette culture que vous avez. Infra petita ou ultra petita, c'est en fait l'objet du litige, la demande qui a été faite par celui qui a introduit l'action en justice. Il faut que la justice
répondre à ce qui a été demandé. Elle doit répondre strictement. Elle doit pas le faire moins. Elle doit pas aller au-delà de ce qu'a demandé la personne. D'où ces deux formulations. Ultra petit a, ça veut dire que les juges, ils ont omis de répondre à une partie de la demande. Ce qu'a demandé le demandeur, ils ont répondu qu'à une partie, alors qu'ils sont tenus de répondre à tout ce qu'a demandé le demandeur. Et au contraire, vous avez l'autre partie où ils ont statué ultra petit a. Ça veut dire qu'ils ont été au-delà de ce qu'avait demandé la personne. Aussi, vous allez le voir en droit administratif des biens, vous avez les res nullis. Ça veut dire quoi? Les choses qui n'ont pas de propriétaire. Ça veut dire qu'ils avaient un propriétaire et qu'il n'est plus, mais c'est des choses qui n'ont pas de propriétaire. Vous avez aussi les choses qui ne peuvent pas être achetées, qu'on ne peut pas s'approprier. On appelle ça le res communis. Quelles sont les choses qu'on ne peut pas s'approprier? Pardon? Non. C'est quelque chose qui est dans le... Oui, les arbres qui sont dans la nature. L'air. L'air, c'est l'exemple parfait. Voilà. Le sable, tu peux te l'approprier. Il y a un commerce du sable. Les communes vendent du sable. Bon, bref. Mais vous pouvez pas vous approprier l'air. Vous pouvez pas dire ça, c'est mon air. Encore. Oui. Ensuite, vous avez les créations sui generis. Vous avez des fois des choses qui sont uniques, qui n'entrent pas dans des classifications. On dit toujours le droit, il aime les classifications. Là, c'est quelque chose d'unique qui n'est dans aucune catégorie. À ce moment-là, on va dire que c'est une création sui generis, unique, authentique, qui n'a pas son pareil, qui n'a pas de classification. Un contrat qui est par exemple hors catégorie, une matière qui est sui generis, qui vient d'exister. Par exemple, si on devait faire le droit de l'intelligence artificielle, c'est une création sui generis. C'est du droit public ou du droit privé? Tu peux dans tout. C'est pour ça que là, je vous donne cet exemple-là parce qu'il n'y a pas de classification. Par exemple, le droit privé, c'est le droit commercial, le droit de la famille, le droit des biens, le droit des successions. Tout ça, ça rentre dans la catégorie privée, public, finances publiques, droit administratif, droit fiscal, droit constitutionnel, droit international public. Tout ça, c'est du public. Droit de l'intelligence artificielle n'a pas de catégorie. C'est quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on dit sui generis. Alors oui, en fait, le fait de savoir, est-ce que ça, je reviens, est-ce que ça, qui est l'auteur d'une création de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est le concepteur de l'intelligence artificielle ou c'est la personne qui a entré les directives et qui a fait la conversation avec l'intelligence artificielle pour obtenir ce résultat? Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Parce que c'est très compliqué de savoir qui va être le propriétaire des œuvres qui vont être créées via l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y aura une responsabilité des choses créées par l'intelligence artificielle? Et quand tu vois ce genre de choses, tu penses à Terminator, le soulèvement des machines, et tu te dis, voilà, si un jour l'intelligence artificielle va au-delà, ça va être ce qui s'est passé dans Terminator. Il y a, par exemple aussi, il commence à avoir l'intelligence artificielle utilisée dans la justice. Et là, ça commence à faire peur parce que si on demande à l'intelligence artificielle de juger à la place de l'humain, ça nous rappelle le film avec Tom Cruise de Minority Report. Avec le logiciel qui prédit les crimes avec
Et donc là, ça commence. Des filles de futur. Exactement. Oui. Et donc, c'était dans Minority Report avec la justice. Ça veut dire qu'ils arrivent à t'arrêter quelques secondes avant que tu commettes le crime. Et donc, il y avait des profs de droit qui avaient commencé à écrire dans la doctrine. Oui, ça commence à nous parler de justice prédictive. Et je me rappelle, il y avait une prof qui avait parlé de ça. Puis tout le monde rigolait. Mais là, ça fait plus rire. Parce qu'il y a même des gens qui pensent utiliser l'intelligence artificielle pour rendre des sentences arbitrales. Donc, ça donne... Pardon ? La justice ou l'arbitrage, c'est la même chose. Il faut rendre justice. Dans l'un, c'est la justice étatique. Dans l'autre, c'est une justice privée. Un AI juge. Avec des artifices. Oui. Faire la loi comme on voit. Pas de fonctionnement, il n'y a rien. Oui, ben c'est ça le truc. C'est qu'il n'a pas, il n'a peut-être pas ce pouvoir modérateur, ou peut-être qu'ils vont réussir à donner un peu d'humanité à l'intelligence artificielle pour lui permettre de rendre des décisions de justice. Donc voilà, c'est pour ça. Donc si par exemple je vous parle de intelligence artificielle, justice prédictive, c'est des trucs sui generis, non pas leur pareil, non pas leur classification. Avec des sentiments, on va avoir des droits. Exactement. Alors on va faire rapidement cet arrêt. Je veux parler quelques minutes et après comme ça je vais terminer avec les adages modernes. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins pour que vous puissiez apprendre à chercher les adages pour pouvoir les utiliser dans vos travaux. Rappelez-vous le cas de tout à l'heure de nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Alors ça c'est un arrêt, j'ai pas mis la date, mais vous pouvez le retrouver ou je peux vous l'envoyer. Alors dans cette espèce, vous avez 3 personnes. Vous avez Monsieur X, Madame Y, qui ont proposé à Monsieur Z d'acquérir un lot de statues au prix de 1 600 000 francs. Ils ont des certificats d'authenticité et ils faisaient valoir que ces statuettes valaient en réalité 6 millions de francs. 6 millions et demi de francs. Donc déjà, on commence à voir l'incohérence. Je te vends des statuettes avec un certificat d'authenticité pour 1 600 000 francs. Donc ça, c'est un arrêt qui est ancien. Et en réalité, ils valent 6 500 000 francs. Déjà, il y a un problème de valeur entre le montant proposé et l'estimation qui est faite. Si ça vaut, les statuettes valent 6 500 000 francs. Pourquoi je vais les vendre 1 600 000 francs? Déjà, ça commence à sentir mauvais. Exactement. Exactement. Très bien. Et surtout dans les œuvres d'art, on verra ça au second semestre. Il y a de la jurisprudence qui est abondante sur les problèmes d'authentification et d'erreur sur la valeur de la chose et à quel moment on commet cette erreur ou au contraire à quel moment on découvre la valeur réelle de la chose. Alors, Monsieur A, il a acheté une statuette de facture identique dont la valeur avait été déniée par le commissaire-priseur qu'il avait contacté. Monsieur Z a décliné l'offre, mais a toutefois accepté de conserver la collection dans l'attente d'un éventuel acheteur. Que quelques jours plus tard, il recevait à nouveau la visite de Monsieur A, qui se montrait intéressé et qui lui proposait d'acquérir le lot moyennant le paiement d'une somme de 2 400 000 francs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Les deux protagonistes qui sont Monsieur X et Monsieur Y, ils proposent les statuettes à 1 600 000 francs. Bon, au début, il commence à décliner. Quelque temps après, il garde les statuettes avec lui. Quelque temps après, il y a quelqu'un qui vient le voir, qui lui dit « Waouh, tes statuettes, elles sont trop bien et tout ça. Moi, je te propose 2 400 000 francs. » Donc lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais payer 1 600 000 francs et je vais me faire une plus-value. D'accord? Qu'ayant obtenu de Monsieur A la remise d'un acompte de 200 000 francs, donc Monsieur A, pour lui dire qu'il était de bonne foi et qu'il allait acheter les statuettes, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné 200 000 francs.
Monsieur Z a demandé à Monsieur Y de lui céder la collection au prix de 1 600 000 francs, somme pour laquelle ce dernier déclarait avoir trouvé preneur. Qu'après réalisation de cette vente et du paiement du prix, Monsieur A n'a plus réapparu au domicile de Monsieur Z. Donc, l'autre, il attendait qu'il lui paye les 2 400 000 francs. Il n'est jamais revenu. Et donc, il a porté plainte pour escroquerie contre Monsieur X et Madame Y. La justice pénale a rendu une ordonnance de non-lieu. Monsieur Z, comme il n'a pas obtenu justice devant le tribunal pénal, il a décidé d'aller devant les juridictions civiles pour demander une indemnisation et pour demander des dommages et intérêts, mais surtout sur le fondement de la nullité de la vente. Alors, qu'est-ce que dit le juge? Vu le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Celui qui se plaint d'avoir été arnaqué avait voulu lui aussi arnaquer. D'accord? Attendu que pour rejeter la demande en annulation de la vente, donc on est purement dans du civil, annulation du contrat de vente, parce qu'il estime qu'il y a eu dol. La Cour d'appel énonce que même s'il peut être admis l'existence d'une manœuvre commise de concert par les trois intimés, donc Monsieur X et voilà Monsieur et Madame Y et Monsieur A, il n'empêche pas que Monsieur Z, en fait, il voulait acquérir le lot de statuettes pour une somme sans proportion par rapport à leur somme réelle, c'est-à-dire les 6 millions. Il n'en reste pas moins que celui-ci s'est déterminé, non en raison d'une valeur qu'il aurait attribuée de façon erronée aux objets en cause, mais en raison, et écoutez bien, de la croyance qu'il avait de les revendre à un prix alléchant à un acheteur enthousiaste, déjà client, qu'elle considère qu'un tel comportement, signe de cupidité. Ça veut dire quoi la cupidité? Ouais, il est cupide, ça veut dire il est quoi? Mais, c'est tout. Et donc, est nécessairement illicite et justifie que soit fait application de l'adage précité. Donc, on a utilisé l'adage comme fondement et principe dans une décision de justice. Et cet adage, il était approprié pour cette situation. Parce que quelqu'un qui voulait arnaquer s'est fait au final arnaquer. Exactement. Donc voilà, il restait de propres constatations que Monsieur Z avait été victime de manœuvres dolosives exercées de façon concertée par des défendeurs dans le seul dessein de lui soutirer une somme d'argent importante, ce dont il s'ensuivait que la vente était nulle, ça c'est ce que dit l'autre partie, et que le principe selon lequel ne pouvait se recevoir. Mais en réalité, c'était ça, il y avait cette volonté d'arnaquer. Les adages modernes. Alors, ce qu'on a vu, les formules latines, elles sont issues du droit romain, mais on a des auteurs qui, par leur plume et par leur écriture, fabriquent en quelque sorte des adages, des expressions. Je vous invite aussi à les regarder. Je vous ai cité quelques auteurs. Vous avez le doyen Ripert en commercial, en transport. Vous avez le doyen Carbonnier. Vous avez Montesquieu. Vous avez ces gens-là qui ont ils ont une belle plume et ils ont fait de belles citations que vous pouvez aussi remettre dans vos travaux. Le criminel tient le civil en l'état. Ça, c'est un principe que vous verrez. Ça veut dire que s'il y a une action qui est faite au civil et au pénal, une pour condamner, une pour indemniser, le juge civil va s'arrêter. Il va surseoir à statuer et ce sera le juge pénal qui va statuer surtout sur la condamnation et sur le paiement des indemnités. Celui qui peut le plus, peut le moins. Bon, c'est un adage qui est dans le langage courant, mais aussi on peut l'utiliser dans le droit. Pareil, ça aussi, le silence est d'or, la parole est d'argent.
Ça aussi, c'est une expression, un adage qu'on utilise dans la vie courante, mais qu'on peut utiliser dans le droit. Le silence est d'or. D'accord? La parole est d'argent. Ça veut dire que le fait que vous ne disiez rien, ça peut être en votre faveur. D'accord? Le doyen Ripper, il dit le droit doit réaliser la justice et l'idée du juste est une idée. D'accord? La justice et ce qui doit être juste, c'est deux choses différentes. Montesquieu rappelle ce qu'on avait vu tout au début. L'extrême justice est injustice, d'accord? Et le doyen Carbonnier, le droit n'est pas cet absolu dont souvent nous rêvons, d'accord? Donc le droit, quand on veut le suivre, des fois on le suit, c'est une utopie. Le droit, en réalité, il reste pragmatique pour résoudre les litiges du quotidien. Et parfois, le droit, dans son application, n'est pas forcément juste. Je vous remercie pour ce cours.